Eh bien, ici, ensemble, nous allons revoir notre panel cet après-midi. J'aimerais ici accueillir donc nos panélistes. Donc, avec nous, nous avons Erij Al-Shakar. Nous avons Elissa Freya également avec nous. Nous avons Leila Akli, directrice générale de PI Relations. Et enfin, Naveen Altari, présidente et fondatrice de Delta Shield for Investment en Égypte. Et nous avons donc 1 heure à passer ensemble où nous allons parler ici de concrétiser ces projets, quels accompagnements et financements pour l'entrepreneuriat féminin. Nous allons ici revenir sur notre région, sur le rôle de l'éducation, sur comment est-ce que cela peut se mettre en place et donner lieu à des actions, le rôle ici d'autres parties prenantes dans ce rôle ici de financement de l'entrepreneuriat féminin. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser ici dans le chat. Donc je vous remercie encore une fois de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et tout d'abord, j'aimerais avoir une perspective au niveau macro, parce qu'évidemment nous avons un panel ici très divers. Alors c'est vrai que très souvent, quand on parle ici de notre marché, eh bien c'est aussi un marché très différent qui va de l'Algérie au Bahreïn. Et par conséquent, on pourrait commencer ici par vous poser une question. Au sein de votre pays ou de votre organisation, quels ont été les changements que vous avez pu constater ces 10 dernières années? Et je vais commencer peut-être avec Erij. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à ce panel de haut niveau. En ce qui me concerne, je pense que le Bahreïn a toujours été ici pionnier s'agissant du leadership des femmes dans notre région. Ce que j'ai vu ici évoluer ces 10 dernières années, c'est l'état d'esprit culturel et puis les femmes dans ce type de rôle. Alors, par le passé, on se disait que peut-être qu'elle faisait des concessions par rapport à sa famille, en faveur de sa carrière. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Et je pense que maintenant, c'est assez différent, puisque ce que l'on peut voir, c'est que les femmes sont beaucoup plus à l'aise avec leurs propres ambitions, et qu'elles sont prêtes à assumer ces responsabilités, parce qu'il peut y avoir ici un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et je pense que c'est toujours très important de voir qu'il y a donc cet équilibre qui s'instaure. Et au sein de nos organisations, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de flexibilité pour qu'on puisse encore une fois ici trouver cet équilibre. Et je pense encore une fois qu'il y a des responsabilités qui sont des responsabilités qui incombent encore beaucoup aux femmes au niveau personnel, mais que cela peut être conjugué avec des responsabilités professionnelle. Eh bien, j'ai la même question ici pour vous, puisque vous êtes vraiment créatrice de ce mouvement. Donc, c'est vrai que c'est un thème qui vous tient très probablement à cœur. Oui, c'est vrai que cela fait des années que j'en parle, depuis au moins 10 ans. C'est assez intéressant car en effet, au départ, quand je suis arrivée ici en 2013, que j'ai commencé Wimina, eh bien, c'est vrai que c'était pas vraiment un thème qui était abordé, et je pense que vraiment l'évolution qui a eu lieu depuis 10 ans, c'est vraiment que l'inclusion des femmes, l'empowerment des femmes. Eh bien, maintenant, toutes les organisations en discutent. Il y a eu ici des campagnes de prise de conscience vraiment s'agissant de l'inclusion des femmes, que les politiques doivent évidemment être améliorées, les cadres réglementaires. On voit aussi des financements, des initiatives qui sont développées, et surtout dans notre région, qui favorisent cette inclusion des femmes. Donc je pense que c'est assez fascinant justement, parce que j'ai grandi à Paris, en France, avant d'arriver ici dans cette région.
Et j'ai vu que, à cause de ce stéréotype au Moyen-Orient, que les femmes, eh bien, n'ont pas autant d'autonomisation, d'empowerment que dans l'Ouest, eh bien, on a eu vraiment ce paradoxe avec cette évolution, cet élan, en fait, pour justement, ici, favoriser l'inclusion des femmes. Et donc ça a eu vraiment un effet très impressionnant, qu'avec des financements qui sont venus au niveau international, mais aussi au niveau national. Et il faut ici comparer cela au dialogue qui a lieu dans les pays de l'Ouest, où finalement le féminisme, on en parlait déjà il y a 40 ans, il n'y a rien de nouveau. Donc je pense qu'il n'y a pas toujours autant de ressources qui sont disponibles pour l'inclusion des femmes. Et je pense que c'est une des grandes différences. Et bien maintenant, si on passe à l'Afrique du Nord, Nevin, en Égypte, donc vous êtes membre de différents conseils d'administration d'entreprises égyptiennes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer quelle est l'évolution que vous avez pu constater? Eh bien, tout d'abord, je souhaite remercier tous vous remercier. Merci Sonia. Et en effet, je pense que ce qui a vraiment évolué, mais je dirais sur même 20 ans, c'est la façon dont l'entrepreneuriat a évolué. Quand j'ai commencé ici, ma première entreprise, il y a 25 ans, eh bien, je ne connaissais même pas le mot entrepreneuriat. Et en tant que femme, eh bien, voilà, donc c'est vrai que les choses ont ensuite évolué. On a vu avec le rôle de l'investissement. Et ce qui est important, c'est que, au-delà d'être membre ici de conseil d'administration, mais aussi membre ici de la bourse égyptienne, eh bien pour moi c'est ce qui est très important, d'être peut-être la première mais pas la dernière. Et ça c'est ce qui a vraiment changé, puisqu'ensuite, eh bien on a vu, eh bien l'arrivée d'autres femmes. Et donc ça c'est très important pour justement essayer ici de compléter ce que nous avons vu. Donc ça c'est très important. Et de pouvoir commencer aussi quelque chose, que nous commençons quelque chose, mais nous savons que ce n'est que le début. Et donc ça, c'est ce qui est très intéressant. C'est ce que je vois maintenant. Je vois beaucoup plus de femmes, de plus en plus de femmes, et cette évolution est quelque chose de très positif. Donc ce n'est plus juste l'exception. Alors, je pense ici que c'est quelque chose d'intéressant, une évolution. Et ça, c'est la vraie évolution que j'ai constatée, en tout cas en Égypte en général, et dans la région, d'ailleurs, je dirais. Car en effet, parce que je suis membre de différentes initiatives et de fondations, c'est vrai que je vois ici de plus en plus de femmes au niveau de la région qui, ici, eh bien, sont très actives, ambitieuses, avec des carrières. Elles veulent avoir un impact. Et ça, je trouve que c'est très positif. Très bien, merci. Et Leïla, je vais vous poser la même question. Mais c'est vrai que je vais aussi évoluer vers la question suivante, qui est en lien évidemment. Mais ici, on a eu une conversation très intéressante, si vous vous souvenez, Leïla, il y a quelques jours, sur eh bien l'idée des femmes en Algérie. Est-ce que vous pouvez peut-être partager avec moi ce que vous m'avez dit au téléphone sur justement cette évolution et aussi en incluant l'entrepreneuriat en Algérie? Genre, on a pu voter dans les années 60. Voilà, donc en fait, en Algérie, en termes de loi et de protection et d'égalité des genres, on n'a pas vraiment de problématique. Voilà, on n'a pas d'inégalité des salaires, par exemple. En Algérie, ça n'existe pas entre les hommes et les femmes. Donc, notre problématique est tout autre. Nous, on est face plutôt à des problématiques d'ordre culturel. Voilà, on continue à être vus comme étant des moitiés d'hommes. Voilà, on n'est pas une personne à part entière. Donc on nous voit plutôt comme. Donc nos soucis aujourd'hui, c'est vraiment d'être face à une personne dans une administration
qui ne nous considèrent pas comme une personne à part entière et qui nous demandent de venir avec un tuteur pour demander un crédit, alors que dans les textes de loi, ça ne figure nulle part. Et d'ailleurs, en Algérie, on a les systèmes des quotas pour la politique. On a beaucoup de choses qui appellent à l'égalité des genres, qui sont malheureusement interprétées de façon différente quand il s'agit d'application. Parce que malheureusement, c'est en général des hommes qui appliquent ces lois et c'est à leur propre interprétation. C'est ça en fait notre problématique aujourd'hui. Alors pour y remédier, on a réfléchi nous en tant que société civile à comment justement apporter ce changement. Donc on a pour les problèmes de financement, on s'est dit on va lancer un club de business angels et nous les femmes, nous allons financer les projets portés par les femmes, puisque ces femmes sont accueillies de façon un peu dégradante par les banques aujourd'hui. Donc, pour la mise en avant des femmes, on a pensé à créer un prix pour les femmes de l'économie, montrer que les femmes aussi réussissent. Il faut savoir qu'en Algérie, les femmes entreprennent, même si elles sont pas dans les chiffres sont très bas. Vous allez voir que en Algérie, l'université, c'est 75% de femmes. Dans le monde du travail, c'est 35%. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on descend à quelque chose autour de 6-7%. Alors, les chiffres sont pas réels pour l'entrepreneuriat parce que les femmes travaillent de chez elles. Elles vont plutôt faire des métiers manuels pour aider la famille. Et donc, elles ne sont pas, elles ne cotisent pas, elles ne sont pas déclarées. Mais l'entrepreneuriat existe dans l'ADN des femmes algériennes. Elles le font de façon instinctive, de façon par héritage. Voilà, donc ça existe. Mais après, elles sont pas dans les chiffres, elles sont pas couvertes. Et c'est en général des toutes petites entreprises et des tout petits business. I welcome this to be a discussion, so feel free to chime in because I do want to talk about everything that Leila just said. I was fascinated by my conversation with Leila because, I mean, I don't know Algeria, I've never been there, but I am French, and I had all these misconceptions as a French woman about even French Algerian women, right? En effet, je pense que c'est très intéressant parce que dans ma ici conversation avec Leila, c'est vrai que je n'ai jamais eu ici l'opportunité d'aller ici en Algérie, mais c'est vrai que c'était justement ma conception et c'est vrai que lorsque j'ai parlé avec elle, c'est très intéressant justement de voir à quel point, eh bien finalement parfois on se trompe, on a vraiment cette idée qui est une idée fausse d'ailleurs et Leila l'a très bien expliqué maintenant et surtout aussi elle a parlé de la réglementation, mais ici au-delà ici de cela, que ce soit au niveau de l'Égypte ou autre, quels sont ici aussi les autres stéréotypes que vous pouvez parfois entendre sur l'entrepreneuriat et les femmes dans vos pays respectifs? Alors en général, je n'aime pas me concentrer sur les aspects négatifs. Alors en général, on essaie de se concentrer plutôt sur les solutions, sur les récits à succès. Donc je pense que ici, je ne veux pas juste les réitérer. Je voudrais plutôt ici parler d'autre chose que ici, parce que je pense en effet que sur le financement, c'est vrai qu'en général, il y a moins de financement qui est disponible pour les femmes. Mais du coup, cela veut aussi dire que les femmes doivent être très stratégiques. Et justement, eh bien, les entreprises qui sont gérées par des femmes en général, eh bien, ici, font 2 fois mieux avec 2 fois moins de capital. Donc, en général, aussi, ce sont des entreprises qui développent et qui créent beaucoup plus d'emplois. Donc, votre argent investi va beaucoup plus loin avec des entreprises menées par des femmes. Donc, en général, il est très important aussi de souligner qu'en général, avec pour les entreprises qui sont gérées par des femmes, ce sont des entreprises aussi qui sont beaucoup plus diverses et diversifiées. Donc, ça, c'est encore une fois important. Et ce ne sont pas parce que ici, les femmes sont meilleures, mais c'est juste parce qu'il a fallu, eh bien, surmonter tellement de difficultés que finalement, eh bien, on est beaucoup plus ouverte s'agissant ici du recrutement, par exemple. Donc, je pense ici que c'est la façon dont je veux
voir les choses. Donc, lorsque l'on parle avec des investisseurs hommes et qu'on leur présente ici des entreprises gérées par des femmes, eh bien, ici, on cherche surtout à continuer. Et donc, ça, c'est très important de promouvoir tout cela. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que vous avez raison aussi. Et c'est vrai que personnellement, que je connais bien Bahreïn, mais Nevin aussi, n'hésitez pas, à Rige. Et puis, c'est vrai qu'en général, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Oui, bien sûr. En fait, je pense que ce que Leila a dit, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'en fait, il y a toujours cette idée sur Bahreïn, le fait que les femmes n'ont pas toujours les bonnes opportunités. Et c'est vrai qu'en fait, c'est faux et que on plaisante aussi parce qu'on a des opportunités en plus. Et il y a parfois des bourses, des soutiens, des programmes qui sont concentrés 100% sur les femmes et l'entrepreneuriat. Et même là-dessus, ici, sur tout ce qui est commerce, dans l'histoire, eh bien, le Bahreïn a toujours été au centre des différentes routes commerciales. Et je pense que c'est surtout ici les barrières culturelles qui empêchaient les femmes avant d'intervenir. Et si je devais commencer mon entreprise, eh bien, ici, est-ce que c'est quelque chose de correct? Et puis très souvent, en fait, il y a aussi un prestige qui est associé à ne pas avoir à travailler, à pouvoir rester à la maison, à ne pas avoir cette obligation d'aller travailler. Donc, c'est vrai qu'en général, les femmes ont beaucoup à offrir, veulent poursuivre leurs propres ambitions dans de nombreux secteurs, et ça, je pense que c'est très important. Et encore une fois, eh bien, c'est très important parce que on a aussi une population féminine qui est très éduquée. Et personnellement, par exemple, eh bien, j'ai 2 sœurs, donc nous sommes 3 filles dans la famille. Et c'est vrai que jamais ma famille ne m'a dit qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire parce que je suis une femme. Et c'est vrai que mes parents ont toujours été très clairs, et c'est pas seulement mes parents d'ailleurs. Je pense ici que beaucoup veulent contribuer à la société dans son ensemble. Alors en effet, il y a vraiment cette conception de ces limites pour les femmes, mais je pense qu'avec les initiatives du gouvernement, qu'avec l'état d'esprit qui a changé, eh bien tout ceci a beaucoup évolué. Et je pense en effet que c'est maintenant ou jamais de commencer vraiment votre entreprise, parce que en effet, je pense que c'est ce qui va faire toute la différence ici. Et c'est très important parce que c'est ce que disait Nivine aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait sur l'ensemble du monde arabe, et la génération d'aujourd'hui, eh bien, va avoir, eh bien, beaucoup plus d'opportunités. Oui. Historique, il y a une population féminine très importante et une culture gouvernementale qui encourage les femmes, surtout dans le GCC. Il y a une approche du haut vers le bas, ainsi que un mouvement plus naturel par l'éducation et les changements générationnels. Pour nous, il faut que le gouvernement entre en jeu, qui joue son rôle, qu'il encourage la population en éduquant les femmes, en les encourageant à devenir entrepreneurs, en leur indiquant que bon, c'est d'être dans le secteur privé, c'est aussi bien que d'être dans le gouvernement. Et chez nous aussi, les femmes sont très éduquées et on le voit cela aussi en Tunisie. Si je sais exactement ce que je vais faire, si je suis très éduquée, très instruite,
Donc cette culture d'être élevé sans savoir la différence entre être homme ou femme, c'est idéal parce que bon, il n'y a pas de discrimination. En fait, c'est pas une question de genre, au contraire, ça signifie que le travail que vous faites pour travailler dur, est récompensé. Et il s'agit aussi du nombre de personnes d'hommes et de femmes qui sont instruits. Les femmes sont beaucoup plus intelligentes sous certains aspects. Pour ce qui concerne l'Égypte, la perception est que si j'embauche une femme, elle va se marier, elle va avoir des enfants, elle va avoir des congés maternité, et ils ne réalisent pas que cela est en fait une méconception. En tant que femme, on peut faire plusieurs choses à la fois, donc ce n'est pas un problème. Il y a malgré tout une barrière culturelle. En embauchant des femmes, il y a toujours un petit peu de discrimination. Bon. C'est toujours dans l'esprit de tout le monde. Et voilà, maintenant, j'ai vu que les hommes, malgré tout, essayent d'embaucher plus de femmes, même s'il y a toujours cette discrimination. Donc, on va parler de l'éducation maintenant. Et plusieurs des pays dans lesquels on est ont une participation des femmes plus élevée, par exemple dans le secteur STEM, de la science et la technologie. Elissa, est-ce que vous voulez peut-être répondre à ma question? Quels sont les défis clés et les opportunités? On a des talents énormes qui sont présents. Et peut-être, Navin, vous pourriez nous en parler un petit peu plus en longueur par votre travail à l'Université du Caire. Bien sûr, Leila de l'Algérie et à Régis aussi, bien sûr. Donc, je vous laisse prendre la parole pour ce qui concerne l'éducation. Je pense que c'est la culture. Je ne peux pas, transformer les choses, enfin dire ce que j'ai. En fait, l'éducation, l'entrepreneuriat, en fait, est difficile, l'entrepreneuriat, quel que soit le genre. Quand on ajoute le genre par-dessus tout, ça complique encore les choses. Au-delà de là, il n'y a pas beaucoup d'endroits où un marché unique est suffisant. Si l'on est entrepreneur dans un pays, il faut être entrepreneur en Arabie Saoudite, au Liban, etc. Il faut être sur plusieurs pays, plusieurs domaines. L'entrepreneuriat est difficile. Et comme Navin l'a dit, après on se marie. Depuis la naissance, c'est notre réussite la meilleure. Le mariage est ce qu'on fait de mieux. Quelles que soient nos réussites professionnelles ou universitaires, on s'attend toujours à ce qu'on se marie. C'est l'une de nos réussites. Si on décide d'avoir des enfants, on va pas pouvoir collecter des fonds. Les investisseurs sont très compétitifs et dans les économies plus développées dans le monde, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Pour c'est l'aspect financier, difficile d'être compétitif au point de vue du salaire dans les postes gouvernementaux. Malheureusement, on nous demande de travailler sans être
payer pendant longtemps et c'est pas possible. Laisser tomber la vie personnelle ou quoi que ce soit pour le travail. Harry, je voulais prendre la parole. Je suis tout fait d'accord à ce qu'avec Elissa a dit. On aimerait voir cette baguette magique, mais par rapport à la stigmatisation, aux réussites de la famille, d'avoir des enfants, etc. Mais si on veut que les choses bougent, il faudrait peut-être demander aux femmes d'être éduquées, donc de monter leur propre entreprise. On s'imagine pas que un homme prenne le rôle d'une femme pour de ce point de vue-là. Donc quelquefois il faut prendre des choix, enfin choisir exactement ce qu'on veut faire. C'est pour ça que les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, mais quelquefois il faut décider si elles veulent faire un entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Bon, c'est un travail finalement de s'occuper de sa famille en tant que telle, donc elles ont souvent aucune aide par rapport à ça et leur ambition pourrait être retardée ou enfin elles en rencontrent des entraves à ce niveau-là. Il faut donc informer les femmes que c'est une bonne chose de pas nécessairement se marier à 20 ans ou 25 ans et peut-être de prendre une petite carrière, enfin une pause pendant leur carrière si elles peuvent avoir des enfants et après ensuite recommencer. Si une femme veut commencer son entreprise, lancer son entreprise, oui, c'est bon à ce moment-là, mais par exemple dans des secteurs comme la médecine, oui, c'est un choix difficile pour les femmes du point de vue culturel. Il n'y a pas vraiment de mentorat par rapport à ces décisions et c'est pas évident. C'est certainement le rôle qu'on doit jouer en tant que femme dans le cadre de cette table ronde. On peut aider les femmes à ce niveau-là. Ne vont pas vers les femmes qui ne sont pas attirées par les femmes qui travaillent comme nous, qui ont des positions de responsabilité. Souvent, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on se marie? Est-ce que on a une carrière ou pas en tant que femme? Et c'est quelque chose qui n'est pas abordé de manière appropriée. Avec l'homme du Moyen-Orient, il continue de penser qu'il est meilleur que nous, qu'il est 2 fois plus important que les femmes. Et localement dans la région, d'après mon expérience, ce que je faisais, c'est que à la maison, l'homme c'était le patron, quoi. Voilà, c'est lui qui commandait dessus. Il faut finalement avoir ce double personnage, être un double personnage pour avoir une carrière, et les générations plus jeunes n'ont pas ces possibilités. Parce que ils ont été élevés pour réussir, pour avoir une carrière, et il faut leur faire accepter le fait que les femmes peuvent suivre leur propre voie. C'est pas dans nos régions. C'est un défi important. Je vois beaucoup de femmes qui décident de ne pas se marier parce qu'elles ne veulent pas se marier. C'est un choix qu'elles font.
Mais ensuite, il y a tout l'aspect culturel. Et c'est vrai que important, c'est comme un croisement. Il faut montrer que les femmes devraient réussir. Bon, il faut les soutenir, même si c'est pas les pères. Les pères les encouragent aussi, ou d'autres personnes. Bon, les hommes devraient les encourager à avoir une carrière. Est-ce que vous pensez la même chose ou... En tout cas. Donc, pour elle, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était pas faisable. On pouvait pas être et maman et chef d'entreprise. Aujourd'hui, on est dans une toute autre configuration. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous sembler bizarre, mais on a une nouvelle catégorie de e-influenceuses en Algérie qui ont 25 ans, qui sont mariées, qui ont des enfants et qui sont chefs d'entreprise. Et ça a complètement changé la perception qu'avaient les jeunes femmes. Elles sont suivies par 4-5 millions de followers, qui sont en général de la même catégorie de personnes. Et elles ont complètement changé cette idée de être femme chef d'entreprise. Ben, ça veut aussi dire qu'on peut faire le coup, qu'on peut être influenceuse, qu'on peut avoir des enfants, qu'on peut être maman. Et aujourd'hui, quand on va dans les universités, qu'on essaye de parler d'entrepreneuriat féminin, ben, il y a énormément de jeunes femmes qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, moi, je veux absolument être entrepreneur, je veux créer mon entreprise, j'ai une idée. » Ce qui n'était pas le cas juste il y a 6 ans. Mais vraiment, en 6 ans, la mentalité a vraiment changé grâce à un gros travail d'association. Il y a beaucoup d'associations algériennes qui mettent en avant l'entrepreneuriat, même des associations régionales comme Injaz, qui a beaucoup fait ces dernières années, qui a travaillé sur toutes les universités du pays et qui a donné envie aux jeunes femmes de voir autrement, de voir la vie autrement et surtout de se laisser rêver, de créer sa propre entreprise. Et ça, c'est extraordinaire. En vraiment quelques années, le mindset des jeunes filles a changé. Et moi, j'en suis super contente parce que ça me faisait vraiment mal au cœur d'aller dans les universités, d'entendre des jeunes femmes qui étaient dans la même école que moi, qui étaient dans une école de commerce, qui à la fin me disaient oui, moi je préférais me marier, je pense que c'est plus important de fonder une famille. Mon rêve, c'est de trouver un mari là bientôt et de fonder ma famille. Et en 6 ans, les rêves des jeunes filles ont changé. Aujourd'hui, quand je vais à l'université, on me dit je vais être entrepreneur, comment vous avez fait, comment vous gérez votre vie, comment vous avez eu l'idée, etc. Donc, vraiment, quand la société civile se mobilise et essaye de faire des choses, ça marche. Et entre le travail des associations et la création de ces nouveaux modèles qui sont accessibles et qui sont très visibles par la jeune génération, il y a eu en quelques années un changement de mentalité chez les jeunes filles aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'en Algérie, là, en ce moment, avec le Covid, les enfants ont cours 1 jour sur 2. L'école finit à 14h30. Donc, vous imaginez la difficulté pour les mamans de gérer ça. Les garderies ferment absolument à 17h. Donc, c'est très, très difficile aujourd'hui de gérer effectivement la vie de famille et la vie professionnelle. Beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation, de demande de services à la famille pour garder les enfants. Et ça, c'est une vraie problématique qu'on a soumis plusieurs fois au gouvernement algérien. Il faut absolument qu'on puisse trouver des solutions pour garder les enfants, justement. Si on veut qu'on soit justement cet acteur économique fort, il faudrait qu'on nous aide, qu'on trouve le moyen d'occuper en tout cas les enfants au moins jusqu'à 17h, de 14h à 17h, ou même trouver un système de garderie. On a beaucoup poussé cette idée en disant il faut peut-être financer ces projets portés par des femmes, pour les femmes,
des garderies, des crèches, des centres aérés, pour que les enfants puissent faire autre chose que de rester à la maison à rien faire probablement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler en ce moment. Mais encore une fois, on fait face exactement au même problème que les autres femmes de la région. Sauf que ce système de structure d'accueil dans les autres pays, c'est peut-être mieux loti que nous. Mais on continue à travailler, on ne perd pas espoir parce que la femme algérienne est très très combative. On a été acteur de tous les combats, que ce soit pour la guerre d'Algérie, que ce soit contre le terrorisme, que ce soit dernièrement pour le changement politique. On a été un acteur très, très fort et on continuera à l'être. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un grand sujet chez nous. Il y a beaucoup de sujets autour des startups en Algérie. Il y a beaucoup d'aides. Il y a même un nouveau fonds qui a été créé. Aujourd'hui, on parle de start-up de façon égalité des genres, hein, on ne dit pas hommes ou femmes, mais je pense qu'il y a un sujet à ramener sur la table autour du genre féminin, pour donner justement une chance aux femmes qui, en Algérie en tout cas, je pense que partout dans le monde, ont plus de poids sur les épaules. Je pense que Elissa, il y a des points de contact avec ce que tu fais. Definitely some enriching storytelling stories from Algeria, I think, for you to connect with Leila on in terms of these young women. I'd like to move on. All of us on this panel invest either personally or institutionally, and so I do want to move on because we have little time left. Donc oui, du point de vue de l'Algérie, ça serait bien que vous connectiez Elissa avec Leila dans ce domaine-là. Donc je vais maintenant passer à d'autres sujets. On n'a pas beaucoup de temps, mais maintenant on va parler du financement. Il y a des capitaux dans les marchés émergents qui vont vers les femmes. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, la situation est meilleure dans l'Ouest, dans l'Occident. Il n'y a pas vraiment une grosse différence selon les situations. Je vais parler un petit peu des lacunes en financement. J'aimerais que vous en parliez un petit peu dans votre propre contexte. Tout à l'heure, on a parlé d'une plateforme d'investissement. Vous avez trouvé des lacunes dans le marché et il n'y avait aucune plateforme pour les femmes, qui était composée de femmes pour les femmes. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Plateforme similaire à celle de ce projet. On a autonomisé les investisseuses femmes à investir dans des nouvelles sociétés. On sait que les femmes pouvaient investir et voir les choses différemment. On finit avec une feuille finalement, hommes et femmes. C'est un problème très important parce que dans la région, investissent. De finance. Il faut avoir des histoires réussies. Il n'y a pas vraiment de personnes qui sont responsables à ce niveau-là. Entre les séries A, série B, et bon, il y a des différents montants qui sont disponibles. D'autres, donc les like the UK or places like Belgium to get funding for their businesses. Et donc c'est pour cela qu'on se retrouve dans une situation ici où il faut trouver un financement en dehors de la région. Donc c'est-à-dire qu'on essaie ici d'aller par exemple au Royaume-Uni, en France, en Belgique pour obtenir donc du financement pour leurs activités au Moyen-Orient.
Et par conséquent, je pense qu'il y a un réel intérêt d'investissement aussi dans notre région, parce que c'est vrai que l'Internet des choses se développe et malheureusement, on n'a pas toujours en fait les lignes de financement, la liquidité, la trésorerie nécessaire. Donc c'est pour cela que parfois on se retrouve un peu bloqué et c'est pour cela que Wimina a changé, a évolué de perspective parce qu'on s'est dit qu'on pouvait ici avoir un meilleur impact avec cette perception des femmes en tant qu'entrepreneurs plutôt que d'essayer de convaincre finalement les investisseurs, de les convaincre d'investir dans les projets de femmes. En fait, le problème, c'est plutôt les acteurs plus importants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une confiance aussi dans notre région. Et ça, c'est pas toujours évident. Oui, je pense que vous avez raison. Et c'est vrai que dans cette même logique, et vous avez tout à fait raison, c'est vrai qu'en général, eh bien, ici, et l'objectif n'est pas d'investir plus dans les projets de femmes, mais c'est vrai que tout simplement dans les meilleures entreprises. Et évidemment, par rapport à ce qui a déjà été dit, eh bien c'est vrai qu'ici, vous, Elige, eh bien vous êtes au niveau des capitaux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle ici responsabilité? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui se développe? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que ici vous voyez cette évolution avec plus de capitaux qui sont mis à disposition des femmes? Alors je pense ici que nous sommes d'ailleurs une école, un groupe, et nous sommes une organisation 100% féminine, mais ça s'est fait parce que ça s'est fait comme ça. Je pense pas que c'était nécessairement volontaire, mais c'est vrai que le rôle que l'on peut jouer est un rôle important, surtout lorsque l'on choisit les fonds dans lesquels on veut investir et voir comment est-ce que ils gèrent cette question de la diversité, de la parité. Et je pense qu'un autre élément important s'agissant de ce financement et des startups, eh bien, c'est vrai qu'à moins que quelque chose marche à 100%, eh bien parfois les gens n'ont pas nécessairement envie ici d'investir. Et vous savez aussi, c'est très féminin de toujours hésiter, de demander une promotion que si on est 100% sûr qu'on la mérite. Et c'est un peu la même chose pour les financements. Vous voulez être sûr à 100%, avoir 100% de confiance avant de pouvoir demander et d'aller voir ici des bailleurs de fonds. Donc c'est pour cela que c'est assez intéressant de voir que là aussi il y a des différences. Donc il y a vraiment un sens de responsabilité. Et aussi les évaluations qui sont faites aussi. En général, les femmes font des évaluations moins importantes que les hommes. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et je ne sais pas en fait ce qui est bien ou pas bien. Mais il faut comprendre que c'est une différence, c'est ce que j'ai pu ici observer. Et c'est vrai qu'avec les gestionnaires de fonds, il est important de comprendre que on veut financer des projets sur la base du mérite et pas sur la base du genre. Merci. Et puisqu'il nous reste encore seulement quelques minutes, donc ici la perspective nord-africaine, s'il vous plaît, Léla, Nevin. Vous aussi, vous êtes impliqué ici sur les investissements ou de manière plus institutionnelle. Est-ce que vous souhaitez commenter? Oui. En fait, je pense que cela a déjà été dit. Je pense que les femmes, en général, ne veulent pas trop en demander, sont beaucoup plus conservatrices, je dirais, sur ces estimations. Et nous avons aussi ce fossé de financement qui ne vous permet pas toujours de passer à l'étape suivante dans le développement de vos activités. Et c'est vrai que lorsque nous investissons dans la technologie, vous voulez voir en effet les femmes profiter de leur créativité, de leur imagination. Et c'est vrai que nous avons vu aussi des projets financés. Et c'est vrai qu'on se retrouve ici avec près de 80% des femmes, de projets menés par des femmes, d'entreprises gérées par des femmes, et ça c'est important.
Et c'est aussi parce que j'étais une femme moi-même que les femmes se sont aussi peut-être plus adressées à moi. Donc je pense que beaucoup de choses sont en cours à l'heure actuelle et nous encourageons les femmes à vraiment se lancer. Nous sommes là pour les soutenir parce que finalement le marché est prêt à les accueillir et je pense que c'est aussi de notre rôle ici de les soutenir, de les accompagner. Merci Leila. Donc, ils sont obligés de compter avec nous, ils sont obligés de nous faire confiance. Et si on ne nous donne pas les outils pour grandir, on les créera nous-mêmes, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et les femmes qui sont dans ce panel le prouvent. On créera les outils nécessaires pour monter en compétences, pour développer nos entreprises, pour tendre la main à d'autres femmes. Mais il faut compter avec nous. On est là. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Et si on nous aide pas, nous on s'aidera mutuellement pour justement faire que dans les années qui viennent, on soit un acteur qui compte vraiment. Et chez nous, on a une expression, on dit Yid wahda ma tsafa. C'est-à-dire qu'on peut pas taper les mains avec une seule main. Il en faut deux. Et que pour que justement nos pays se redressent, évolue. On ne peut pas compter que sur les hommes, il faudra aussi compter sur nous les femmes. Et donc voilà, le mot de la fin c'est ça. Sans nous, on peut pas évoluer. On a besoin et des hommes et des femmes. Moi, je suis pas féministe dans le sens oui les femmes sont mieux. Je suis pas du tout dans cette optique. Mais il faut des hommes et des femmes pour construire une économie prospère. On ne peut pas compter que sur la moitié de la population. Et donc, aidons-nous les uns les autres à faire en sorte que chacun puisse trouver sa place de façon équilibrée. Je ne veux pas qu'on me traite comme un homme. Loin de là, je veux qu'on me traite comme une femme, avec mes particularités, avec ma force, avec mon intelligence plus affective peut-être. Mais voilà, donc laissez-nous l'opportunité de faire les choses comme on les sent. Et très souvent, on a prouvé dans le passé qu'on était capable de faire de grandes choses. Et pourquoi pas en économie aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Levine. Merci beaucoup, Leila, Rij, Elisa. Thank you all for joining us. Next up, we have Jan, who will be moderating the next panel. So we will pass the baton to him. Thank you, everyone. Have a great afternoon. Merci. Au revoir.